Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. On va commencer par une photo saisissante d'hommes, de femmes, d'enfants qui sont venus d'Irak, de Syrie, et qui sont coincés à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, côté biélorusse. Ils sont environ 3000. Des témoignages font état de morts parmi eux. Ils veulent venir en Europe. Faut-il les accueillir en Europe ? Non. Premier sujet, nous avons 2 à 3 000 personnes en situation de détresse absolue, qui ont été manipulées par l'État biélorusse ou bélarusse, on appelle ça comme on veut, et de l'autre côté, par des Polonais qui profitent de la situation pour envenimer toutes les relations avec tout le monde. La première chose qu'on fait, c'est d'empêcher que ces pauvres gens meurent de froid. Je voudrais rappeler que ce ne sont pas des pions. Comment on fait pour empêcher les gens de mourir de froid ? On les met au chaud, on leur donne à manger, on s'occupe d'eux. Là où ils se trouvent, ils sont aujourd'hui en Bélarussie. Il est extraordinaire qu'on ait à se justifier de demander que l'on soit humain avec des êtres humains. Ça, c'est la première chose. Donc il faut qu'ils soient accueillis en Biélorussie. Mais ils sont en Bélarus. Donc, on choisit. Biélorussie, c'est plus facile. Ah bon ? Donc vous ne voulez pas les faire venir en Europe ? Mais c'est pas... Attendez, on ne s'est pas bien compris. Vous m'avez demandé ce qu'il fallait faire. Oui. Je vous ai dit, il faut d'abord s'occuper d'eux. Je vous ai demandé, est-ce qu'il faut les accepter en Europe ? Et moi, je vous ai répondu, la première chose dont on doit s'occuper, c'est d'empêcher qu'ils meurent de froid. Pourquoi je vous dis ça ? Oui, mais vous ne Parce dites que pas vous où. avez... Pardon, mais vous avez eu un responsable du Front National, Rassemblement National, qui a dit, oui, il faut les laisser mourir de froid. Or, ce monsieur pense, comme pensent un certain nombre de Polonais ou de Hongrois, qui sont des gens dans des régimes qui eux-mêmes ne sont pas si démocratiques que ça, trouvent normal de laisser mourir des gens de froid. Nous parlons de 2 ou 3 000 personnes qui veulent entrer dans un ensemble qui en comporte 450 millions. L'Europe. Donc faut-il les accueillir en Europe et en France ? Mais là, nous sommes dans la situation où ils sont bloqués. Nous aussi, nous sommes censés bloquer les gens qui veulent aller en Angleterre. Nous sommes censés les bloquer dans le Pas-de-Calais, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On les laisse passer ou on les garde ? Je vous pose la question. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? On commence par se calmer. Parce que ça, c'est uniquement fait pour provoquer des tensions qui comportent un danger extraordinaire de guerre. Et moi, j'ai pas envie de ça. Je saute pas à la corde parce que les Bélarusses, le tyran bélarusse a décidé que on devait maintenant être provoqués, nous l'Europe, puisqu'ils ont envoyé 2 ou 3 000 personnes essayer d'entrer en Europe. Il faut les mettre à l'abri là où ils sont. Bien sûr. Les instances européennes estiment que derrière ça, il y a aussi la Russie. Et Vladimir Poutine dit, lui, qu'il n'a aucune responsabilité dans cette situation. Faut-il le croire ? Le croyez-vous ? Je pense qu'il faut le prendre au sérieux. Le croire, donc ? Oui, non, le prendre au sérieux. La politique internationale n'est pas une assemblée générale de bisounours, d'accord ? Il n'y en a pas. Personne n'est gentil là-dedans. Ni la Pologne, ni la Biélorussie, ni la Lituanie, ni les Russes. Personne. Ça n'existe pas, les gentils en politique internationale. Donc, il s'agit de traiter une crise. Notre intérêt est que la pression redescende. Est-ce que les Russes sont derrière cette manœuvre ? À mon avis, mais ce n'est que mon avis, certainement pas. Tellement elle est grossière et tellement elle est maladroite. Les Russes sont plus subtils. Alors, comme je m'en tiendrai à la position française, d'accord ? Quand on est dans une crise, en général, il faut appuyer son pays. Pas toujours, mais des fois, oui. Là, la France est adressée à M. Poutine. Donc on ne peut pas s'adresser à M. Poutine en lui disant « Est-ce que vous voulez bien faire l'intermédiaire ?» sachant que le tyran bélarusse, lui, n'a aucune marge de manœuvre. Hein, et c'est vrai que si les Russes se fâchent, le Bélarus se fera ce que les Russes diront. Voilà. Donc, si on veut parler avec M. Poutine, sans illusion, il ne faut pas en même temps l'injurier. Voilà, je dis juste ça. La politique internationale... Emmanuel Macron reçoit Vladimir Poutine dans quelques jours, donc on verra où il en est. J'espère qu'avant quelques jours, on aura mis à l'abri ces pauvres gens et leurs enfants. Là où ils sont. Évidemment, là où ils sont. Où voulez-vous les mettre ? Lors de son intervention... Peut-être, attendez, tout compte fait, puisque vous voulez me pousser de ce côté-là. Savoir, juste. Puisque la Pologne, qui fait si souvent étalage de ses convictions religieuses chrétiennes, qui, au nom de ses convictions, interdit l'avortement, etc., puisque le christianisme a l'air d'être si important pour les Polonais, peut-être pourrait-il accepter que 3000 pauvres diables et des enfants rentrent sur leur terrain, se référant ainsi à l'évangile de Matthieu qui dit « J'étais étranger, vous m'avez accueilli ». Alors, vous voyez pourquoi je vous dis ça ? Tout ça, c'est un ramassis d'hypocrites et de gens qui veulent faire monter la tension et provoquer des tensions internationales dont ils pensent qu'elles leur bénéficieront. Lors de son intervention mardi, Emmanuel Macron a donné le la pour la présidentielle en remettant sur le tapis les retraites, avec toujours à l'esprit la lutte contre le Covid. Emmanuel Macron a voulu alerter les Français
face à une possible flambée épidémique. L'Organisation mondiale de la santé le dit, la 5e vague a commencé en Europe. Pour que leur passe sanitaire reste valable, les Français de plus de 65 ans devront recevoir une nouvelle dose de vaccin. On n'a plus de liberté. On nous impose des choses qu'on pourrait éviter. S'il y a plein de personnes réticentes comme toi, on n'en verra jamais la fin. Dans votre stratégie, à quelles conditions estimez-vous que le pass sanitaire pourrait être levé? Aujourd'hui, nous faisons face à une recrudescence de l'épidémie. C'est certainement pas le moment de se poser la question. Les 19 millions de Français qui ont regardé le président, pas encore candidat à sa réélection, ont-ils assisté à un discours de campagne qui ne dit pas son nom? Dès 2022, il faudra, pour préserver les pensions de nos retraités, travailler plus longtemps en repoussant l'âge légal. Fini les coupures de courant. Terminé pour des milliers de Français l'angoisse des soirées dans le noir, sans aucun appareil électrique. Moi j'ai été coupé une fois effectivement, ouais. Et c'est vrai que bon, c'est vraiment la galère, hein. Et on s'y attend pas et d'un seul coup, pouf, et là si on n'a pas les sous, ils s'en foutent. Hein. Mais la puissance électrique sera très limitée, autour de 1000 watts. De quoi allumer la lumière. En revanche, difficile de lancer le chauffage. Si EDF s'engage à arrêter les coupures, pas ses principaux concurrents. Des coupures qui concernent chaque année entre 200 et 300 000 foyers. Jean-Luc Mélenchon, le pass sanitaire, il est prolongé en France jusqu'au 31 juillet 2022. Vous vous y êtes opposé à l'Assemblée nationale. Entre avril et juillet, il va y avoir peut-être un nouveau locataire à l'Élysée que vous souhaitez être. Si vous êtes élu à l'Élysée, vous arrêtez le pass sanitaire du jour au lendemain? Oui, je m'y prendrai complètement différemment. Vous arrêtez du jour au lendemain? Écoutez, du jour au lendemain, on verra, poussez pas le tellier. Il faut l'arrêter, ça sert à rien. Voilà, pourquoi ça sert à rien? Posez-moi cette question. Celle-là, elle vaut la peine. Non, mais vous moi, je me la pose. Vous l'arrêteriez. En tout cas, vous l'arrêteriez. Mais bien sûr, parce que c'est une fausse sécurité. Pourquoi? Le pass sanitaire est fait pour vous interdire d'entrer dans un tas d'endroits tant que vous n'êtes pas vacciné. Or, si vous êtes vacciné, ce qui est mon cas, on vous dit que, pour autant, vous pouvez quand même tomber malade, comme pour tout vaccin, et deuxio, que vous pouvez contaminer les autres. Donc, le pass sanitaire qui vous donne l'impression que vous pouvez faire ce que vous voulez est une illusion extrêmement dangereuse. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est organiser autrement la société, par roulement, pour éviter de se contaminer. Vous avez déjà dit d'ailleurs au début des Oui, je l'ai dit, ils ne l'ont jamais fait. Et attendez, c'est pas tout. Regardez la bêtise qu'ils ont fait. La vraie grosse bêtise. C'est que le seul moyen qu'on avait de savoir si oui ou non on a la maladie, pour agir, c'était le test. Et pour vous obliger à vous vacciner, et que vous n'alliez pas vous cacher derrière le test, eh bien ils ont augmenté le test à 41 €. Donc le seul moyen qu'on avait de dépister qui est malade et de s'en occuper, on ne l'a plus, parce que qui peut payer 41 € tous les 2 ou 3 jours pour aller au boulot, pour faire ceci ou pour faire cela. Donc tout ça reste mal organisé, et je n'en suis pas surpris. Parce que quand on leur a dit qu'il y aurait une deuxième vague, ils nous riaient au nez. Quand on a annoncé la troisième, et maintenant c'est eux qui disent « Ah ben tiens, il y a une 5e vague qui arrive ». Et bientôt on se rend compte qu'une épidémie a des répliques. Avec une autre mesure. Vous faites partie, vous, de la génération qui sera obligée d'avoir une 3e dose pour garder son pass sanitaire. Oui. Ça vous gêne? Je le ferai. Oui, mais est-ce que ça vous gêne de lier les deux? C'est toujours pareil. Moi, j'ai fait un choix rationnel. On m'a dit, si vous êtes vacciné, vous abaissez le risque de choper la maladie et de ses formes graves. Donc, j'abaisse le risque. Mais je m'en tiens à la ligne qui est celle de l'Organisation mondiale de la santé. Je ne prends pas ma petite personne pour le centre du monde. L'Organisation mondiale de la santé nous dit qu'il faut convaincre et pas contraindre. Et surtout, elle ajoute que ce n'est pas la seule mesure. Et surtout, elle ajoute que la 3e dose, il vaudrait mieux donner les vaccins aux pays qui n'en ont pas qu'à ceux qui en ont déjà eu. Donc tout ça, je le mets sur la table, convaincre plutôt que contraindre. Mais la 3e dose liée au pass sanitaire, ça, c'est de la contrainte pour vous. Ah ben évidemment. Mais c'est fait que pour ça depuis le début. Le pass sanitaire, en plus, c'est même pas une nouvelle, si vous voulez, les Français ont dit « Ah, quelle idée quand même, ce monsieur Macron, il en a des trouvailles ». Pas du tout. C'est prévu depuis des mois par la Commission européenne, et dans mon équipe, la discussion qu'il y avait, c'est à quel moment ils vont le sortir. Quand monsieur Macron l'a sorti, on a dit « Ah ben tiens, c'est un bon élève qui obéit bien ». Tout ça n'aura empêché ni la 2e, ni la 3e, ni la 4e, ni, monsieur Le Tellier, la 5e vague de Covid. C'est donc la preuve que tout ça marche pas très fort. Justement, la 5e vague qui pourrait percuter la campagne pour la présidentielle. C'est clair. Il y a une question qui se pose, à vous, candidat à la présidentielle aussi. Vous avez vu que les précédentes élections municipales, puis départementales, régionales, ont été décalées en raison de la crise du Covid.
Demandez-vous, vous, que le calendrier de la présidentielle soit maintenu quoi qu'il en soit? Mais attendez, je suis pas fou, moi, nous verrons bien. Je vais pas exposer la santé de mes compatriotes. Et quand j'entends... Donc si ça doit changer, ça doit changer. Mais non, attendez, ce qui est à remarquer, c'est pas ça. C'est qu'il a décidé d'étendre la situation particulière de l'état d'urgence jusqu'à juillet. Quand on leur a dit, vous avez une idée derrière la tête, vous faites pas juillet pour rien. Vous auriez pu dire, on continue jusqu'au mois de, je sais pas moi, mars, et puis en mars, clause de revoyure pour savoir ce qu'on fait, par exemple, avec l'élection présidentielle. Non mais juillet, pourquoi juillet? Parce que ça enjambe l'élection présidentielle. Donc, depuis le début, ils ont dans la tête de faire quelque chose sur l'élection présidentielle. Et ça commence à sortir. Hier, vous avez un ballon d'essai, un ministre macroniste qui dit « Ah, confinement ou pas, on verra. Tiens, c'est nouveau. » Gabriel Attal, chez Laurent Ruquier. Donc, ça veut dire qu'ils ont bien une idée dans la tête. Je ne sais pas vous dire laquelle, mais je trouve que tout ça est détestable. Ça, oui, c'est clair. Emmanuel Macron, vous avez vu, a relancé l'idée de la réforme des retraites. Pour vous, c'est la retraite à 60 ans pour tout le monde, avec 40 ans d'annuité à taux plein, mais... Vous vous souvenez, il y a 2 ans, dans les manifestations contre la réforme d'Édouard Philippe, vous disiez c'est la mère des batailles. Pour 2022, pour vous, les retraites, ce sera la mère des batailles aussi, ou il y a d'autres sujets? Non mais attendez, il y a d'autres sujets. Une présidentielle, ça englobe tout, et notre pauvre France est tellement brinque-ballée et démolie que... Il n'y aura pas que les retraites. Non mais il y aura aussi les retraites. Alors commençons par dire que pour l'instant, c'est nous qui avons le point. Parce qu'il avait proposé une réforme des retraites qui est passée à l'Assemblée, tout ça s'est pris les pieds dans le tapis. Pour terminer, ils ont fait un 49.3, la réforme, normalement, pourrait aller au Sénat, et de réforme de retraite, il n'y en a pas. Donc, c'est nous qui avons le point. Et c'est un échec pour Emmanuel Macron, de ce fait. Évidemment, qu'est-ce que dit la droite? Il a essayé, il a raté. Bon. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est qu'en ce moment, c'est le concours à qui va être le plus cruel. Alors l'un propose 64, l'autre 63, 67, allons-y, pendant qu'on y est. C'est la course. D'ailleurs, la droite est en train de se ridiculiser parce que à quoi bon, pour un électeur de droite, voter à droite si M. Macron propose de faire pire qu'eux? Donc, comprenez-moi bien. La retraite, oui, il faut réformer. Pour revenir à la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Je sais le financer, je sais le payer. Ils ne veulent faire tout ce cirque que pour une raison, capter les cotisations de retraite dans un nouveau système qui permettrait de faire des fonds de pension français. C'est tout. C'est pour transformer la vie des gens en une marchandise négociable. Une dernière question qui concerne l'argent. Et qu'il faut raccourcir la durée du travail dans la vie, la semaine, le mois, c'est ma ligne. EDF a décidé de ne pas couper l'électricité aux clients qui ne pourraient pas payer leurs factures cet hiver. Sauf que tous les opérateurs, tous les fournisseurs ne sont pas sur la même ligne. Est-ce qu'il faut contraindre les autres fournisseurs à prendre la même décision? Bien évidemment. Pourquoi? D'abord, EDF, vous constatez qu'ils le faisaient quand même. Parce qu'on m'avait dit, non, c'est déjà interdit. Oui, c'est interdit, mais ils le faisaient quand même. Bon, là, ils le feront plus. Mais attends, ils ont dit qu'ils vont pas le faire. Entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il faut toujours vérifier si c'est vrai. Mais c'est un bon point de départ. 2, c'est une grande victoire pour la Fondation Abbé Pierre et les 20 associations qui ont déclenché la semaine dernière la journée de la précarité énergétique. Vous savez, j'ai essayé d'y participer. On a déposé une proposition de loi qui va dans leur sens. Donc, pour l'instant, nous avons le point, là aussi. Pas tout à fait. Parce que pour qu'on l'ait vraiment, il faudrait que les premiers kilowattheures soient gratuits, les premiers mètres cubes d'eau soient gratuits, ce que je propose. Pour une raison simple, c'est qu'on ne peut pas se passer ni d'eau ni d'électricité. Enfin, quand même. Alors, pourquoi EDF le fait-il? Ils ont une explication que j'ai trouvée absolument admirable de méchanceté. Ils disent, ça sert à rien de couper l'électricité parce que quand on la rétablit, les gens payent pas plus qu'avant. Ah tiens, ils découvrent que la misère n'est pas volontaire, que les gens ne font pas exprès de pas payer. Donc, ils ont constaté que ça servait à rien, alors que tous les autres fournisseurs se le collent dans le crâne. Ça ne sert à rien, donc arrêtez de martyriser les gens, arrêtez de rendre la vie infernale à des pauvres gens. Les autres fournisseurs doivent faire la même chose. Eh bien, ils vont faire la même chose parce que si je suis élu, ils y seront obligés. C'est le lieu où il fallait être ce week-end pour tout candidat ou candidate à l'élection présidentielle, c'est le salon Made in France à Paris. Vous y étiez vendredi, oui. Et le bleu, blanc, rouge est décidément à la mode. Bon salon, messieurs, dames. C'est la première fois? Non. Je viens assez régulièrement. Je ne sais plus vous dire tous les combien, mais je viens jeter un œil pour voir ce qu'on sait faire tout seul. Moi, c'est ma 3e campagne présidentielle. Aller quelque part et puis être entouré de caméras et de tout ça, c'est plus quelque chose qui m'émeut. Hein. Ravi de vous accueillir ici. Merci, madame. Vous allez être étonné de la diversité de ce qu'on peut trouver encore en France. On a beaucoup désindustrialisé, mais il y a encore des choses. Non, mais encore heureux qu'il y ait encore des choses. Attendez, je m'en occupe, vous allez voir. Ça doit être Mélenchon d'après la coupe de cheveux, mais j'ai pas bien vu. Bon, bravo. Merci. Monsieur Mélenchon. Voilà le lave-vaisselle pour 2 personnes. Le seul lave-vaisselle fabriqué en France. Moi,
J'ai jamais aimé faire la vaisselle. J'aime bien voir comment font les gens, le contenu, ce qu'il y a dans les objets. Ce qui me titille le plus, c'est l'inventivité. Bonjour, c'était pour vous inciter à aller par là-bas voir nos totes en porcelaine de Limoges. Puis on peut changer le monde avec des idées et des produits. C'est un concept très marxiste. Alors moi j'ai que les chaussettes rouges. Mon cœur reste plus libéral, mais je suis content de discuter. La dispute, c'est le cœur de la politique. Complètement. Et j'espère que les présidentielles vont servir à ça parce qu'on a besoin de discussions. Les gars, faut défendre vos trucs. Ah mais on sera là. Pourquoi il y a autant de politique sur ce salon? C'est peut-être le moment très opportun pour eux, un lieu bien choisi pour leur promo. Je vous offre mon programme, comme ça vous pourrez, le cas échéant, si vous avez besoin d'un puissant somnifère, le voilà. Voir des gens qui n'étaient pas dans la sinistrose, qui étaient dans « allez, on fait ci, on fait ça », j'ai trouvé que c'était très stimulant. Et du courage, il en faut pour démarrer cette campagne? Là, on va entrer dans la zone des boules puantes et des orages soudains, donc il va falloir avoir des nerfs d'acier. J'ai au moins appris ça, faire la tortue. On rentre les pattes, on rentre la tête, on attend que ça passe, on ressort les pattes, on ressort la tête et on avance. Jean-Luc Mélenchon, vous parlez de boules puantes qui peuvent intervenir au cours de la campagne électorale. Vous dites même... Je croyais que vous alliez m'interroger sur le Made in France. On va y venir, mais je rebondis juste, on vient d'entendre ça, vous venez de le dire. Oui. Il y a des boules puantes, c'est l'époque des boules puantes. Vous craignez quoi exactement? Quelles boules puantes? Comme d'habitude, la dernière fois... comme ça, il y a une affaire qui sort, et puis, alors c'est une affaire où c'en est pas une d'ailleurs. Sur quoi, par exemple? Mais j'en sais rien, moi, la dernière fois, c'était les costumes de Monsieur Fillon, et pendant 4 semaines, on n'a parlé que des costumes. Non, mais pour vous craignez quoi? Impossible d'arriver. Moi, c'est simple, je suis le seul candidat à propos duquel une enquête préliminaire a été engagée, à propos de mes comptes de campagne. Mes comptes de campagne, 2017. Oui, ont été validés, reconnus, etc. Mais quand même, il y a une procédure. Donc, à intervalles réguliers, des gens de mes équipes sont convoqués pour demander si c'est bien eux qui ont acheté le caramba. L'ancien trésorier, Bastien Lachaud, député, a été mis en examen. Non, il n'était pas trésorier, et ça, c'est un exemple tout à fait typique des méthodes pourries qui sont utilisées contre nous, parce qu'il est accusé d'escroquerie, c'est un grand mot, ça prend la moitié du code pénal. Et que fait Bastien Lachaud? Il gagnait 1 900 €, il n'a pas 1 euro de rab dans ses comptes personnels, et l'association dont il était l'employé a fait 6 000 € de bénéfices pour un budget de campagne de 11 millions. Donc on voit que c'est une manipulation, que c'est fait pour qu'on puisse montrer la photo de Bastien, qui est mon ami, qui est député de Seine-Saint-Denis, un des députés qui bossent le plus à la commission de la défense, qui est actif dans le monde de la défense de la condition animale, et qui est sali, parce que c'est fait pour ça. Alors on vous dit, escroquerie, usage d'escroquerie, faux, blabli, blabla, alors il y en a long comme ça. Le gars, il part avec ça, il est habillé pour l'hiver. Et c'est comme ça qu'on va me pourrir ma campagne. Je le sais, vous le savez, je vous remercie d'avoir donné l'occasion de le dire, que tous ceux qui m'entendent sachent que c'est ça qui va être utilisé contre moi. Il y a même des gens qui comptaient dessus. On m'avait dit que dans certaines équipes, les gens disaient « de toute façon, Mélenchon, il va être éliminé en cours de route ». C'est ce que nous allons voir, les petits gars. Alors, vous parliez du Made in France. Ouais. Yves Gégaud, qui est le fondateur de ce salon Made in France, ancien ministre, dit « Je demande à chaque candidat à la présidentielle de s'engager à ce que 25% des marchés publics soient réservés aux entreprises françaises. Est-ce que vous signez? C'est dans mon programme. C'est 25% ou c'est plus? Non, c'est en général. Mais je vais dire à Monsieur Gégaud et à tous ceux qui ont dit oui, bravo, à tous, comme à tous ceux qui ont dit qu'ils étaient d'accord avec le protectionnisme écologique. Chacun dit avec ses mots. Ou protectionnisme que vous voulez. À tous qui voulaient du Made in France. Vous êtes obligés de fermer les frontières sur certains produits. Très bien. Si vous voulez le faire, alors vous devez répondre à une question. Comment vous faites alors que c'est interdit par les traités européens? Interdit. Donc il faut sortir de ces traités. Il faut sortir de ces traités en général, mais au moins sur ce point-là. Moi, j'ai changé de tactique par rapport à l'Europe. Si vous en faites un problème global, on n'arrivera jamais à discuter. Si vous le prenez à partir de ce qui compte à mes yeux, la volonté populaire. Que veulent les gens? Supposons qu'ils votent pour moi. Ils disent « Mélenchon, vous allez faire du protectionnisme raisonné. » Très bien, à vos ordres. Je le ferai. Qu'est-ce que je ferai? Je virai à l'Europe et je leur dirai « Là, il y a protectionnisme raisonné, opt-out. » C'est-à-dire, le traité européen ne s'applique plus en France. Autrefois, d'autres pays l'ont fait. Et encore aujourd'hui, d'autres pays le font. Il y a qui n'ont pas l'euro, il y en a qui n'appliquent pas telle ou telle directive. Donc moi, j'annonce que je n'appliquerai plus aucune directive contradictoire au programme sur lesquels les gens m'auront élu. Vous voyez, comme ça, on sort de la guerre de religion et on rentre dans quelque chose de bien précis. On va accueillir maintenant Frédéric Saïs, éditorialiste politique à France Culture, pour sa carte blanche.
Bonjour Frédéric. Bonjour Francis, bonjour Jean-Luc Mélenchon. Vous avez gardé votre voix pour nous, parce que vous êtes tout le monde a la voix un peu cassée. Alors Jean-Luc Mélenchon, vous entretenez un rapport parfois complexe vis-à-vis des sondages. Vous les critiquez volontiers. Par exemple, récemment, vous avez tweeté « Les résultats sont biaisés », c'est le terme que vous avez employé, mais il arrive aussi que vous vous réconciliez de temps en temps avec les études d'opinion. Vous en avez partagé certaines, comme il y a quelques semaines. On va la voir à vos abonnés sur Twitter. Je gagne un point dans tous les cas de figure. C'était sur votre compte Twitter. Bien sûr, on connaît les limites, les failles des sondages. Elles ont été documentées. Le journaliste Luc Bronner du Monde récemment a réussi à s'inscrire à plusieurs échantillons. Vous avez vu de sondages, dizaines d'échantillons, quitte à pouvoir les fausser éventuellement. Vous le croyez, mais comme c'est moi qui le dis, c'est plus vrai. Alors j'y viens justement. Dans votre famille de pensée politique, vous avez une critique qui est quasiment systématique des sondages, sur le principe même des sondages, à la suite d'intellectuels comme Pierre Bourdieu. Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, vous qualifiez les sondages d'horoscope. Alors, parlant d'horoscope, je ne sais pas si vous êtes Verseau, mais n'êtes-vous pas versatile quand vous relayez les sondages en hausse et quand vous dénigrez les sondages quand ils sont en baisse? Alors d'abord, personne n'est obligé à la bonne foi à propos de chiromanciens de cette sorte. Bon, je vois pas pourquoi. Moi, je devrais être de bonne foi, et pas eux. Et vous reconnaissez une forme de mauvaise foi vis-à-vis des sondages. Vous n'êtes pas de bonne foi, vous ne faites pas état des arguments que j'ai utilisés. Vous en restez à la surface des choses. Tiens, il a dit blanc, tiens, il dit noir, donc il ne sait pas ce qu'il veut. Non, il sait ce qu'il veut. Vous dites, je peux être de mauvaise foi vis-à-vis de choses qui ne sont pas scientifiques. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, il y a une attitude, vous avez raison, de principe. C'était la nôtre pendant fort longtemps. C'était le choix qu'on avait fait sur la base des sociologues qui sont membres des Insoumis. C'était, tout ça, c'est bidon, et ce qui est vrai d'ailleurs, parce que on disait, suivant ce que disait Pierre Bourdieu, le sociologue très célèbre, l'opinion publique n'existe pas. Vous posez une question à quelqu'un, monsieur, tiens, je vous prends vous au hasard, qu'est-ce que vous pensez des cheveux verts? Ben tiens, la seconde d'avant, vous n'aviez aucune idée, ni sur les cheveux, ça ni c'était avant, mais maintenant... Ça consiste à demander à des gens, poser des questions sur des sujets qui les intéressent. Maintenant, vous demande Frédéric. Alors, donc, commençons, ça c'est point. Deuxième attitude, on a changé. On a dit ça sert à rien. Pourquoi? Parce que le sondage, c'est comme le sucre, c'est une addiction de l'esprit. Alors, il faut bien trier. Qu'il y ait des sondages pour la forme des barquettes de poissons, qu'il y ait des sondages pour la couleur des pulls verts, pourquoi pas. Mais sur les hommes politiques et sur la politique, non, parce que ça fausse tout. Mais on ne peut rien contre, parce que vous autres journalistes, ça remplace votre travail de terrain. vous avez des chiffres, avec ça, vous papotez pendant des heures sur les plateaux. Alors, donc, va vous... Attendez, donc, mais on ne peut pas accuser, puis après pas vouloir entendre réponse. Si, d'être de changer d'avis, Verseau et compagnie, on connaît. Donc, maintenant, nous disons autre chose. Nous leur disons, puisque nous analysons leurs fiches, et nous nous apercevons de choses incroyables, qu'elles sont en contradiction à 100% dans certains domaines, qu'ils ne publient pas les fiches en même temps, qu'ils ne les donnent pas en même temps que les résultats, et que vous autres, les journalistes, d'une manière absolument irresponsable, vous commentez des chiffres sans les regarder. Donc, nous avons demandé, écoutez, on a demandé à la commission qui s'en charge de réagir. Qu'ont-ils fait? Rien depuis le mois de juin dernier. Alors justement, on demande juste afficher la proportion de gens qui votent. Parce que voyez-vous, au lieu de discuter des sondages et des scores de Jean-Luc Mélenchon qui se moquera de vous dans les notices, vous feriez bien de dire comment ça se fait que vous ne parlez pas du fait que tous ces sondages prévoient 50% d'abstention. Alors pas tous justement. Attendez. Mais justement, en vous nous fonction dites, des fluctuations, je monte. Je vous disais, Frédéric, donc vous dites qu'il y a les bons et les mauvais sondages, c'est un peu comme les chasseurs. Il y a 2 ans, votre parti, la France Insoumise, avait annoncé créer un institut de sondage maison. C'était lors des européennes. Vous disiez, comme ils font mal leur travail, on va le faire nous-mêmes. Depuis, plus aucune nouvelle. C'est abandonné ce projet? Non, pas du tout. C'est pas un projet, c'est une réalité. Nous avons un outil de sondage. Mais il n'est pas public et il n'est destiné qu'aux dirigeants de la France Insoumise. Vous avez vos propres chiffres. Oui. Vous avez vu également ce rapport de la députée LR qui a sorti des chiffres cette semaine qui sont assez spectaculaires. Marie-Christine Dalloz, sur les dépenses de communication au niveau du gouvernement. 2,1 millions d'euros dépensés de janvier à septembre, notamment pour des études d'opinion. Le gouvernement dit c'est normal, il fallait sonder l'opinion, comprendre l'état d'esprit des Français à cause de la crise Covid. Selon vous, est-ce que l'exécutif devrait se priver de tels instruments? Écoutez, j'en sais rien, je vais vous dire, je m'en fiche, ils font bien ce qu'ils veulent. Mais par contre, vous n'avez pas attaché un instant d'attention à ce que je viens de dire. Que faut-il faire si l'on dit que les sondages en politique sont malvenus et sont forcément manipulatoires? Parce que, voyez-vous, quand on annonce 50% d'abstention et que ça aboutit à me mettre en dessous de 10, ce qui est le seul cas où j'apparais en dessous de 10, ça veut dire que les gens qui regardent ça, ils se disent « Ouais, finalement, ça sert à rien, donc j'y vais pas ». Il faut interdire les sondages en période de campagne électorale. Il y a une loi qui existe, qui a été adoptée à l'unanimité du Sénat
qui propose d'interdire les sondages un mois avant le vote. Rappelez-vous bien, à l'unanimité. Un mois. Alors juste, elle pas a plus. déjà été adoptée. Et on pourrait l'adopter, elle a été adoptée au Sénat, elle pourrait venir à l'Assemblée nationale. Arrêtez de bouger, ça me distrait. Non, mais il me reste 30 secondes. Et donc, oui, mais je réponds, J'entends, écoutez les j'entends. réponses. Je comprends. Vous avez dit Supportez qu'on vous un mois avant l'élection. Je vais finir la phrase. Espèce Les de gens n'ont pas socialiste. besoin que vous répétiez 4 fois ma réponse. Pour comprendre Et puis précisément le ce que reste- vous non, proposez. mais vous avez besoin de répéter 4 fois, mais il n'y a pas besoin. On cherche à comprendre ce que vous voulez dire. Oui, parce que c'est pas clair. Bah, allez-y. Ah bon, vous êtes trop bon de me laisser la parole. Alors 10 secondes. Un mois Mais avant pour qui l'élection. vous Juste, c'est prenez fini. des journalistes, c'est C'est fini. incroyable. Nous vous écoutons. On a compris un mois avant, tout le monde a compris sauf vous. Alors je termine ma phrase, En un si mot. vous le permettez. Voilà. Nous demandons que les instituts de sondage publient, vous comprenez? Répétez. Publient tous les éléments de leur fiche technique. Bien. Virgule, et les publient en même temps que le sondage. Répétez. En même temps que le bien. sondage. Merci Voilà, Frédéric. monsieur. Merci Frédéric, pour votre pédagogie. Suivant. vous avez bien entendu, je pense, Frédéric. Non, il n'a pas compris. Si, il a bien compris. Sinon, le Et je pauvre, cite, il merci comprenne Jean-Luc pas. Mélenchon d'avoir accepté notre invitation. Je situe que jeudi sort l'avenir en commun. Il n'est pas encore né, C'est celui qui va me tirer les poils de la moustache. C'est sur votre celui qui- programme. C'est votre Oui, programme. alors ça sort le Mais 18. on est oui, jeudi, Voilà, j'ai dit. on le montre. Jeudi. Et nous serons dans la rue le week-end Merci. qui suit partout pour le vendre. Merci, monsieur Le Tellier. Et Catherine Matoche arrive pour l'actualité de la mi-journée. Merci.